Bonjour à tous et merci pour votre invitation. Depuis 1 an et demi, le SARS-CoV-2 fait la couverture médiatique pour une raison qu'on connaît bien. Et ça aura eu pour corrélat de remettre sur le devant de la scène la grande famille des coronavirus, à laquelle fait aussi partie les coronavirus communs humains au nombre de 4, et qui sont, ou qui étaient avant cette pandémie, la deuxième cause des infections virales respiratoires chez l'homme. Je vais discuter aujourd'hui de savoir si le SARS-CoV-2 a les caractéristiques, comme les autres coronavirus humains, de devenir endémique. Alors au niveau mondial, je ne vous surprends pas si je vous dis que la circulation du SARS-CoV-2 n'est pas contrôlée. Après l'Inde, dont on a entendu qu'elle a été submergée par une nouvelle vague de cas, due notamment au variant qu'on appelle Delta, c'est maintenant de nombreux pays, dont la Russie, qui voit une augmentation du nombre de ces infections. Mais il ne faut pas oublier non plus que certains pays ou certains continents même n'ont jamais vraiment réussi à contrôler leur première vague. Et actuellement, c'est le cas en Amérique du Sud, où on a encore un très grand nombre de contaminations dues au variant Gamma, ou en Afrique subsaharienne, où le variant Beta continue de s'étendre. En Suisse et à Genève, la situation est un petit peu meilleure, vous l'avez tous remarqué. L'incidence est en très nette baisse depuis quelques semaines et on se retrouve maintenant à des niveaux qu'on a vus après ou à la fin de la première vague de l'année dernière. Et ce, malgré l'apparition du variant Delta qui est détecté chez nous depuis la mi-avril et qui augmente progressivement en proportion parmi les nouveaux cas, pour atteindre environ maintenant 30%. Alors bien sûr, la présence de ces variants laisse planer le doute sur ce qu'il va nous attendre pour cet été. Je ne vais pas redonner la définition de la pandémie que tout le monde connaît, mais je voulais repréciser qu'un virus est dit endémique quand il est présent de façon permanente, durable dans le temps et avec une incidence stable dans une région ou une population donnée. Et parfois, à l'occasion notamment d'opportunités de transmission plus importantes, il peut entraîner une épidémie qui va se caractériser par l'augmentation rapide de l'incidence dans une région et sur une période donnée. Je voudrais aussi faire le point sur la différence entre l'éradication et l'élimination d'un pathogène. L'éradication étant la disparition totale d'un agent pathogène de façon permanente et mondiale. L'élimination, c'est aussi la réduction à zéro de l'incidence d'une infection, mais dans une zone géographique définie et qui est la conséquence de mesures encore actives. Le pathogène n'étant pas éradiqué de la planète, il persiste le risque de transmission secondaire à des réimportations. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on continue de se vacciner aujourd'hui contre la polio ici en Suisse. Alors, je n'ai pas l'habitude de parler de maladies infectieuses que je n'ai jamais vues, mais je trouvais qu'il était intéressant de revenir sur les facteurs nécessaires à l'éradication d'un virus en s'arrêtant sur un des rares virus ayant pu être éradiqué, la variole. Le virus de la variole, il était endémique et faisait des pics saisonniers et des épidémies récurrentes. C'était un virus qui, comme le SARS-CoV-2, se transmettait principalement par voie respiratoire, qui avait un taux de mortalité très important et qui, quand il ne tuait pas, laissait des séquelles invalidantes, notamment cutanées. Eh bien, ce virus a été éradiqué il y a environ une quarantaine d'années, parce que c'était une maladie infectieuse à réservoir uniquement humain, pour laquelle, certes, s'il n'existait pas de traitement, un vaccin était efficace, et ce, de la fin du XVIIIe siècle, quand Jenner a mis au point la vaccination, en ayant remarqué que les fermières infectées par le virus de la vaccine, qui n'est autre que la variole de la vache, n'étaient pas infectées par la variole humaine. Alors cette éradication a pu être possible parce qu'il y a eu une volonté politique et un soutien financier important d'aller traquer les derniers cas, notamment à travers la création du programme mondial de surveillance dès la fin des années 60, dont le but était d'identifier très rapidement les cas pour pouvoir les isoler, les traiter et vacciner en anneaux autour pour éviter d'autres infections supplémentaires. Et il aura fallu 200 ans pour éradiquer un virus au réservoir strictement humain et environ une dizaine d'années pour aller retrouver les derniers cas plus difficiles d'accès dans des zones de conflit notamment.
Il existe d'autres pathologies virales potentiellement éradicables, la poliomyélite par exemple, qui, comme la variole, a un réservoir strictement humain, un vaccin efficace et pour lequel il existe un programme de surveillance. D'autres difficultés cependant, l'existence de porteurs sains, des infections chroniques, parfois chez des patients immunosupprimés, le risque de polio vaccinal par virus révertant et un accès aux populations et une acceptation du vaccin parfois difficile. On a tous entendu parler des difficultés d'accès aux populations, notamment au Nigeria. Mais malgré ça, la polio a maintenant été éliminée de la plupart des continents. Et information qui est passée un peu inaperçue, comme ça, en plein milieu de la pandémie, la polio sauvage a été déclarée éliminée d'Afrique en 2020. Et en 2021, on compte 82 cas de polio secondaire au virus sauvage qui ont été détectés uniquement dans 2 pays, au Pakistan et en Afghanistan, et un peu moins d'1 millier de cas de virus vaccinal dans des pays où la couverture vaccinale reste largement insuffisante. Le premier SARS-CoV, lui aussi, est considéré éliminé, voire éradiqué. Il a été à l'origine d'une épidémie de 2002 à 2004 qui a touché 8000 personnes, en a tué un peu moins, avec un taux de mortalité de 10%. Et il n'a pas été identifié depuis 2004. Il était un petit peu différent du SARS-CoV-2 dans le sens où il y avait beaucoup moins de transmission communautaire, à part bien sûr les premiers événements qui ont permis l'essaimage du virus sur les différents continents. Mais la majorité des événements de transmission avaient lieu dans les hôpitaux. Et l'identification des cas était aussi un petit peu plus facile parce que la clinique était un peu différente et ce virus avait tendance à faire plus de pneumonie sévère, très peu de maladies asymptomatiques et on a peu ou pas d'écrits de transmission asymptomatique, ce qui a permis de contrôler ce virus avec des mesures de confinement finalement très ciblées lors de l'épidémie de 2002 à 2004. Alors le SARS-CoV-2 a lui aussi un réservoir principalement humain. Bien qu'on sache maintenant qu'il est possible que le virus passe à l'animal, notamment au félin, et on a aussi tous encore en mémoire l'époque du variant des visons. On n'a pas de traitement antiviral qui permette de casser les chaînes de transmission très précocement actuellement. Par contre, on a des vaccins qui sont efficaces, mais une couverture vaccinale qui reste très insuffisante et surtout très inégale dans les différentes parties du globe pour de très nombreuses raisons, mais notamment des raisons logistiques. On se pose aussi à la course-poursuite avec des variants qui sont plus transmissibles et donc qui nécessiteraient qu'on vaccine plus de monde pour arrêter cette transmission. Et puis, bien sûr, on a choisi de d'abord vacciner les populations à risque et donc les personnes plus âgées. Il existe une surveillance, bien sûr, et une volonté d'arrêter cette pandémie et cette épidémie. Mais la surveillance qui existe, elle aussi, est imparfaite en fonction des régions et en fonction des pays. Et il y a un gros problème qui réside dans la difficulté du diagnostic des formes asymptomatiques, qui justement, parce qu'elles sont asymptomatiques, sont très difficiles à mettre en évidence et dont on sait que, soit en période asymptomatique, soit présymptomatique, on peut transmettre le virus. Est-ce que l'élimination locale du SARS-CoV-2 est possible? On peut s'arrêter un moment sur l'exemple de Taïwan, qui est une petite île, et qui, après avoir vu une petite épidémie très tôt, en 2020, a très rapidement fermé de façon très importante ses frontières et mis en place un programme de surveillance et de quarantaine très strict. Alors malheureusement, ces tentatives d'élimination locale comportent, je le disais avant, un risque de réintroduction qui est majeur. Et actuellement, alors que l'île a très peu de vaccinés, maintenant encore au mois de juin, eh bien, on voit une nouvelle vague épidémique suite à l'importation du variant Delta au moment du relâchement des mesures et de l'ouverture, de la petite ouverture des frontières. Alors, il existe plusieurs scénarios possibles pour le SARS-CoV-2, de ce qui peut nous attendre par la suite. L'éradication pourrait être théoriquement possible, mais elle est probablement irréalisable à l'heure actuelle.
parce qu'elle nécessiterait des ressources et une coordination qu'on a actuellement pas, en fait, et une coordination qui devrait se faire partout sur le globe. Et puis, on a le problème de la transmission des personnes à ou pré-symptomatiques qui sont très difficiles à mettre en évidence. L'élimination locale est envisageable, mais elle comporte de très grands risques de réimportation. Les frontières ne sont pas perméables au virus, et donc c'est une stratégie difficilement applicable. Si la persistance d'une pandémie comme on la connaît maintenant, avec des vagues multiples secondaires à des variants qui seraient plus éloignés et qui échapperaient totalement au vaccin, est peu probable, en fait, on se dirige plutôt vers une circulation endémique de ce virus, par analogie aux autres coronavirus humains, qui seraient parfois à l'occasion d'événements de transmission augmentée, qui pourraient être à l'origine d'épidémies annuelles ou saisonnières. Les autres coronavirus humains sont des virus saisonniers, les coronavirus humains au nombre de 4. Ici, en vert, on voit bien qu'ils ont ce pattern saisonnier dans une étude réalisée au laboratoire de virologie, ici en 2011-2012. Et on observe la même chose autour de la pandémie dans le cadre du réseau de surveillance suisse Sentinelle, qui a été arrêté pendant la première vague. Les coronavirus ici sont aussi en vert de ce côté et de ce côté. Puis on voit leur pattern plutôt saisonniers, contrairement en jaune aux picornavirus qui ont une circulation plus globale, plus constante tout au long de l'année. Il a été supposé que un des coronavirus, l'OC43, qui est le coronavirus humain, puisse être responsable de la grippe russe qu'on a observée en 1890, basée sur une méthode de détection du premier ancêtre commun, qu'on appelle une méthode d'horloge moléculaire, qui situerait son passage de l'animal à l'homme à cette époque, en 1890. Ce coronavirus est dérivé d'un coronavirus bovin qui serait passé à l'homme. Et cette grippe russe s'est caractérisée par une très grande vague qui a duré un peu plus d'une année en 89-90, pour laquelle on a vu ensuite des récurrences sur plusieurs années, et pas uniquement l'hiver, et qui pourrait être l'exemple de l'humanisation d'un coronavirus si l'agent pathogène responsable était confirmé. On parle beaucoup de la saisonnalité du SARS-CoV-2, mais il faut se souvenir qu'avant de devenir saisonnier, souvent un virus, quand il arrive dans une population, fait plusieurs vagues successives avant de prendre un rythme annuel. C'est ce qu'on a vu, notamment pour la grippe H1N1 qui a fait la pandémie de 2009, où on a observé une première vague au printemps, puis au début de l'automne, avant de voir une vague en hiver, puis une circulation saisonnière pendant tous les mois d'hiver. Alors pour le SARS-CoV-2, on a finalement peu de recul, on n'a qu'une seule année ou une année et demie avec 2 vagues, et on n'est pas à l'abri d'une nouvelle vague avant qu'il prenne un pattern saisonnier. Le virus se transmet certes moins à l'extérieur, mais on voit que le climat ne fait pas tout, et l'Inde a vu une très nette augmentation du nombre de ces cas, alors qu'elle a un climat qui est plutôt favorable. Qu'en est-il de la durée de l'immunité ? Eh bien, pour les coronavirus, on sait qu'elle n'est pas très, très grande, qu'elle s'affaiblit assez rapidement, qu'elle a tendance à disparaître dans les premières années et qu'on peut réinfecter, en tout cas de façon expérimentale, les gens 1 à 2 années après désinfection, et que les gens infectés sont alors généralement asymptomatiques ou paucisymptomatiques. Pour le SARS-CoV-2, le titre d'anticorps neutralisant après une infection diminue progressivement avec le temps, alors qu'il persiste une immunité cellulaire robuste à 9 mois. Et si les corrélats de protection ne sont pas clairement définis, on sait qu'une infection préalable au SARS-CoV-2 protège d'une réinfection pendant au minimum 8 mois. Alors, certaines mutations présentes dans les variants sur les sites antigéniques peuvent entraîner des diminutions de capacité de neutralisation des anticorps monoclonaux, mais aussi des sérums de convalescents. On le voit quand on regarde les capacités de neutralisation in vitro, et on voit que cette diminution de la neutralisation est plus importante contre certains variants, notamment les variants bêta sud-africains
gamma brésilien. Cependant, on n'a pas l'impression, dans les grandes séries qu'on ait, même si on a encore un peu d'imprécision pour les variants bêta et gamma, mais on n'a pas l'impression qu'on observe cliniquement un risque de réinfection. Il faut aussi garder à l'esprit que toutes ces données de neutralisation in vitro ne prennent pas en compte la part de l'immunité cellulaire qui est conservée contre les variants et qui peut participer aussi à la protection. Alors en Suisse, la couverture vaccinale augmente progressivement. On est environ à 50% de personnes qui ont reçu une dose et 30% de personnes qui ont reçu 2 doses. Genève est un bon élève, avec une couverture immunitaire de près de 40%, avec 34% de personnes complètement vaccinées et 3% de guéris. Mais il reste encore toute une part de la population suisse à vacciner. Bien sûr, parmi les gens qui restent à vacciner, certaines personnes ont déjà été infectées et certaines personnes ont déjà reçu une dose. Mais il faut aussi souligner l'effort qui a été fait. Et à Genève, on a plus de 85% des personnes de plus de 75 ans qui sont les plus à risque, qui ont reçu une vaccination complète. Qu'en est-il du risque lié aux variants face à la vaccination? Eh bien, tous les vaccins ne sont pas égaux face aux variants, et ceci diffère en fonction des variants. Globalement, les sérums de vaccinés gardent une bonne capacité de neutralisation contre le variant alpha anglais, et cette capacité de neutralisation est bien plus diminuée pour le variant bêta et le variant delta. Encore une fois, ça, ce sont des études in vitro de neutralisation, et il est important de regarder l'efficacité vaccinale en vie réelle, pour laquelle on voit que finalement les vaccins gardent une bonne protection par rapport à ce qui a été décrit dans les premiers essais cliniques contre la maladie symptomatique et surtout contre la maladie sévère. Alors, si on se concentre un peu plus sur nos vaccins à ARN messager, dont les données disponibles dans la littérature proviennent principalement d'études faites avec le vaccin Pfizer, on voit que ces 2 doses de vaccin à ARN messager gardent une très bonne protection contre la maladie due aux variants, que 2 doses protègent notamment à 88% contre la maladie symptomatique due aux variants Delta qui arrive chez nous, et que cette protection est encore meilleure contre la maladie sévère, donc contre l'hospitalisation due à tous ces variants. Et même une dose a déjà une bonne efficacité de protection contre la maladie sévère due à ces variants. On le voit, les vaccins fonctionnent. D'ailleurs, en Angleterre, ça c'est la pyramide des âges des personnes infectées par le variant Delta. La majorité des patients infectés par le variant Delta sont des gens qui ne sont pas vaccinés. C'est une population principalement jeune qui a aussi une vie sociale importante qui a reprise. Et c'est des jeunes dont l'âge des personnes infectées va principalement entre 10 et 40 ans. Alors, je vous le disais, les différents vaccins ne sont pas égaux contre le SARS-CoV-2 et contre ces variants, mais nos vaccins ARN messagers gardent une très bonne protection contre la maladie symptomatique, et tous les vaccins gardent une très bonne protection contre la maladie sévère et protègent de l'hospitalisation. Il faut garder à l'esprit que la protection dépend du type de vaccin. Donc, les vaccins ARN messagers qu'on a chez nous, on a vraiment de la chance, sont ceux qui offrent une des meilleures protections. La protection dépend aussi du nombre de doses reçues. Encore une fois, une dose de vaccin n'est pas suffisante pour protéger de la maladie symptomatique contre certains variants, à moins qu'on ait été préalablement infecté. La protection dépend du temps écoulé depuis la dernière dose, et ça, c'est la grande question du moment, de savoir combien de temps va durer cette protection. Et bien sûr, elle dépend aussi des caractéristiques des patients. On sait que les patients plus âgés font une réponse à la fois cellulaire et anticorps qui va être moindre, retardée, et qui a tendance à diminuer plus rapidement. Après une vaccination, on produit des titres d'anticorps neutralisants beaucoup plus élevés qu'après une infection naturelle, mais la durée de cette protection reste à évaluer. On a pour le moment un recul de 9 mois à 1 an, et il existe des premières données de modélisation. La Task Force suisse a notamment publié la semaine dernière que, basée sur ces données, la protection contre la maladie légère serait de 16 mois dans une population de personnes jeunes en bonne santé, et pourrait aller jusqu'à 3 ans contre la maladie sévère. Cette durée est probablement plus courte chez les personnes âgées ou chez les immunosupprimés.
Et on a maintenant, on commence à avoir des preuves en fait que le fait d'apporter une dose supplémentaire de vaccin à certaines populations très immunosupprimées, et notamment greffées, permet d'augmenter la réponse vaccinale, même si ces études se basent souvent uniquement sur la détection des anticorps, et qu'on sait aussi que chez certaines personnes immunosupprimées, on peut avoir une réponse cellulaire qui est détectable sans qu'on puisse avoir d'anticorps, mais donc une possible participation quand même à une protection contre la maladie sévère sans anticorps. La troisième dose pour le reste de la population ne sera probablement pas avant 2022, mais ce sera réévalué selon l'épidémiologie de cet automne. Et on se posera alors la question de savoir si on utilisera à ce moment-là un boost adapté aux variants dont les premières études sortent, ou un vaccin hétérologue, donc un autre vaccin à disposition. Bien sûr, cette troisième dose et l'administration de cette troisième dose sera dépendante de l'acceptabilité de la population et des éventuels effets secondaires. Et je vais finir en abordant le potentiel de plasticité du SARS-CoV-2. On voit actuellement de nombreux variants, soit préoccupants, soit des variants d'intérêt, qui portent des mutations un peu communes, qui ont émergé à différents endroits du globe un peu au même moment, avec les mêmes mutations, comme si on voyait une convergence d'évolution de ce virus qui s'adapterait à l'homme. Il existe bien sûr aussi, avec une vaccination insuffisante, un éventuel risque de sélection de variants dans une population en raison de la pression de sélection exercée. Mais il se pose la question de la capacité du SARS-CoV-2 à tolérer ces mutations, parce que si un virus peut muter, il faut qu'une fois qu'il a muté et accumulé des mutations, il puisse encore rentrer à l'intérieur de la cellule. Et possiblement, le SARS-CoV-2 a une plasticité assez large. Un autre coronavirus qui ne fait pas tout à fait partie du même genre, mais qui est un coronavirus humain, a le même récepteur que le SARS-CoV-2, le récepteur ACE2, mais il n'a que 30% d'homologie avec lui sur la protéine spike. Ça pourrait participer à expliquer les sauts d'espèces des coronavirus, et ça pourrait aussi faire que le coronavirus peut continuer à muter et qu'on doit continuer à surveiller ces mutations. Par ailleurs, on n'est pas à l'abri aussi d'une recombinaison, d'autres coronavirus circulent, mais ces recombinaisons, en principe, arrivent au sein d'une même espèce. Alors on voit qu'on a une diminution du nombre de cas en Suisse, notamment à Genève, mais que le variant Delta est là depuis mi-avril. Il est là en proportion croissante et il continue à augmenter. Ce qui justifie de continuer à tester, notamment les personnes symptomatiques, et peut-être de discuter, de savoir s'il va falloir qu'on garde le masque dans certaines situations, et notamment à l'intérieur. On a l'impression qu'on se dirige vers une tendance à des circulations saisonnières du SARS-CoV-2, mais on n'est pas à l'abri d'une nouvelle vague, notamment due aux variants plus transmissibles cet été. La bonne nouvelle, et pour souligner le point positif, c'est que 2 doses de vaccin ARN messager gardent une très bonne protection contre les variants qui circulent actuellement, contre la maladie symptomatique, mais aussi contre la maladie sévère. La durée de cette protection reste encore à évaluer avec certitude, ainsi que les modalités de l'administration d'une 3e dose, ou le fait de savoir si on va administrer un boost adapté aux variants et dans quel délai. L'éradication et l'élimination du SARS-CoV-2 actuellement semblent illusoires ou irréalisables, parce que la pandémie est encore beaucoup trop large dans les différents pays, et on se dirige le plus probablement vers une circulation endémique du virus qui pourrait, à l'occasion d'opportunités de transmission un petit peu plus importantes, refaire des petites vagues épidémiques. Il faut garder à l'esprit que le potentiel de plasticité du SARS-CoV-2 reste encore à définir, puis qu'il est important justement de continuer à le surveiller, les nouveaux variants qui pourraient arriver avec ce risque d'échappement vaccinal sont une réalité et existent. Voilà, je vous remercie de votre attention et je répondrai à vos questions s'il y en a.